Toi, tu te lèves, tu manges, tu dors, JO, tu ne penses qu'à ça pendant 4-5 ans, tu vois. Et à un moment donné, quand ça s'arrête, quel que soit le résultat, il y a un vide à un moment donné, tu te lèves et tu te dis pourquoi tu vois, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Pourquoi tu te lèves? Tu vois, ça vibre pas pareil, c'est pas du tout cette flamme que t'avais en toi, bah, elle est plus là, tu vois. Mais c'est quoi du coup qui te garde motivé aujourd'hui? T'étais du genre à faire beaucoup d'heures supplémentaires, de beaucoup travailler, jamais relâcher, même une seconde. Tu penses que c'est ça vraiment le secret de ta réussite? J'étais perfectionniste. Tu sais, quand t'arrives dans les derniers pourcentages, là, c'est trop. Il y a énormément de positifs, mais quand tu le pousses à bout, il y a du négatif, tu vois. Aujourd'hui, je suis plus dans une quête d'excellence. Je préfère le mot excellence que perfection, parce que déjà, la perfection, ça n'existe pas. Au final, c'est ennuyant d'être parfait. T'es excellent le jour J, mais tu vois, ça veut pas dire que t'es parfait, c'est juste que t'es excellent avec les moyens du bord, tu vois. Et donc, ça enlève, je trouve, une certaine charge mentale. Disons que là, t'as face à toi la petite Sarah qui vient de commencer l'escrime, qui vient de voir la médaille olympique et qui rêve de la toucher un jour. Tu voudrais lui dire quoi? Sarah. Je t'ai fait peur. Je t'ai fait peur. Non, ça va? Ça va et toi? Ça va. Merci d'être là, ça me fait trop plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Pour toi, qu'est-ce qui fait de quelqu'un la numéro 1 mondiale? Je dirais le travail avant tout. Je dirais que c'est un cocktail de travail avec persévérance, résilience, parce qu'on n'y arrive pas facilement et qu'il y a souvent des épreuves qu'il faut traverser. Je dirais beaucoup de remise en question pour toujours essayer de s'améliorer, trouver le positif dans les défaites pour toujours avancer, et un bon ego. Justement, j'ai vu que dans une interview que tu avais dit que tu étais du genre à faire beaucoup d'heures supplémentaires, de beaucoup travailler, jamais relâcher, même une seconde. Tu penses que c'est ça vraiment le secret de ta réussite? Je pense que c'est une des choses qui m'a permis d'arriver à ce niveau-là. Je pense pas qu'il y ait qu'une seule recette pour réussir. Tu vois, aujourd'hui, j'essaie d'en trouver d'autres, mais c'est certain que tout ce travail a payé, ça c'est sûr. Et tu t'aurais fait quelque chose autrement dans ton parcours? Non, je changerais pas ce qui s'est passé avant, mais tu vois, j'essaie encore une fois, d'améliorer la suite, tu vois, et le présent. Et aujourd'hui, j'essaie de faire les choses un peu différemment, dans le sens où d'être moins dure, tu vois, d'être plus bienveillante, de lâcher prise, de moins de stress, tu vois, parce que c'était trop avant. C'était beaucoup. Est-ce que tu te décrirais comme obsédé? J'étais perfectionniste. T'étais perfectionniste. Mais tu vois, le perfectionniste, c'est bien, mais tu sais, quand tu arrives dans les derniers pourcentages, là, c'est trop. Et donc, aujourd'hui, je suis plus dans une quête d'excellence, parce que je préfère le mot excellence que perfection, parce que déjà, la perfection, ça n'existe pas. Au final, c'est ennuyant d'être parfait. Alors que l'excellence, tu vois, c'est plus... je trouve qu'il y a quelque chose de plus sain dans le mot où tu fais de ton mieux, tu vois, tu fais de ton mieux à chaque fois. Et donc tu es excellent le jour J, mais tu vois, ça veut pas dire que tu es parfait, c'est juste que tu es excellent avec les moyens du bord, tu vois. Et donc ça enlève, je trouve, une certaine charge mentale. Tu penses qu'il faut être perfectionniste quand même pour atteindre les sommets? Comme dit, je pense pas qu'il y a pas un chemin, tu vois, qui existe. Je pense qu'il y en a plein. Moi, c'est celui que j'avais trouvé. Tu vois, je crache pas du tout dessus. C'est vraiment, c'est ce qui m'a permis d'en arriver là, clairement. Donc, il y a énormément de positifs. Mais quand tu le pousses à bout, il y a du négatif, tu vois. Et aujourd'hui, j'essaie juste de faire mieux et de faire en corrélation avec qui je suis aujourd'hui, tu vois. Et je suis plus la même qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu fonces tête baissée. Aujourd'hui, voilà, j'essaie de faire les choses... Mais du coup, c'est quoi le négatif? C'est quoi le prix à payer? Le prix à payer, c'est... tu vois, je pouvais me mettre vraiment down s'il y avait les résultats qui n'étaient pas espérés, s'il y avait des déceptions... ou des blessures, genre, moi, mon mental, il pouvait me mettre très haut comme très bas. Et tu sais, il y avait un peu cette mentalité de « il faut souffrir pour réussir ». Tu vois, ici, en pensant par là que tu vas réussir. Et je pense que pendant longtemps, je l'ai cru. Aujourd'hui, je pense, et en tout cas, j'essaie de penser comme ça, que t'es pas obligé, tu vois, de passer par là pour réussir et qu'il y a d'autres chemins possibles. Mais après, ce qui est sûr, c'est que ça rend les victoires encore plus belles. Tu vois, c'est clair. Ça, c'est certain. Mais du coup, tu penses que tu aurais pu trouver un chemin avec moins de souffrance qui t'aurait emmené au même résultat ou pas? Ça m'a amené des choses, mais je pense quand même que des fois, il y aurait pu avoir, tu vois, plus de lâcher prise, plus de bienveillance, tu vois, et pas s'auto-flageller, et tu vois, donc c'était plus de la souffrance
envers toi-même que dans le travail. Dans le travail, par contre, tu peux Dans le, pas dans lâcher le travail, prise. dans le travail, j'ai toujours été à fond, toujours été très sérieuse, tu vois, très sérieuse, très exigeante. Après, tu vois, des fois, ça marche pas et c'est ok, tu vois. Et en fait, je peux pas ruminer ça pendant des semaines. Enfin, tu vois, faut avancer, tu vois. Mhm. Et des fois, j'étais un peu bornée sur certaines choses comme ça, quoi. Ok, ok. Et j'aimerais juste revenir un peu à tes débuts quand même, à ton histoire, pour les gens qui te connaissent pas, qui comprennent d'où tu viens. Je voulais savoir, donc tu fais de l'escrime, Mhm. comment t'as découvert l'escrime? Alors, un peu par hasard, ma grande sœur en faisait. On était inscrits dans un centre aéré, tu Mhm. sais, de sport l'été. Elle s'est fait repérer par le maître d'armes parce qu'elle Ok. était douée. Il a dit il faut l'inscrire. Hein. Donc ma mère a inscrit ma sœur. Et moi, ma sœur voulait pas, elle voulait faire ce sport toute seule. Mhm. Donc moi, j'allais là-bas, mais j'étais assise sur le banc parce que ma mère pouvait pas me faire garder. Et donc, tu vois, plusieurs cours, je suis assise sur le banc, j'assiste au cours, mais je ne le fais pas. Et un jour, le maître d'art me dit, bah non, non, non. Enfin voilà, il supportait pas qu'il y ait un enfant dans la salle qui fasse rien. Mhm. Donc il m'a dit, bah tu prends une tenue, tu prends un masque et tu fais le cours et voilà. Donc vraiment, tu vois, Ok. par hasard. Et direct, t'as kiffé? Direct, j'ai kiffé, ouais. Direct, j'ai kiffé. J'ai rapidement quand même tombé sous le charme de ce sport. On a été très forte aussi rapidement avec ma sœur, tu vois, donc tout de suite faire des podiums, des résultats. Donc je Mhm. pense que ça aide. Et non, en fait, c'est un sport où tu peux. Tu vois, ça peut être technique, tactique, physique. Comme un jeu d'échecs. Et en fait, tu peux toujours trouver un moyen de t'amuser. Tu vois, il Ouais. faut piéger l'autre, il faut essayer de deviner ce qu'il va faire. Si ce jour-là, tu es en pleine forme, bah, tu vas mettre l'accent sur le physique. Si ce jour-là, je sais pas, tu te sens bien techniquement. Donc en fait, tu vois, il y a plein d'aspects qui font que tu t'y retrouves en fonction de ton Mhm. mood du jour, quoi. Ouais, c'est vraiment un sport de fou. J'avais eu l'occasion de l'essayer pour au jeu streamer. C'était un événement où on faisait plein de sports entre streamers. Ouais. Et j'avais éliminé 3 mecs d'affilée en escrime. C'était incroyable, Avec j'avais toi, en trop plus, vu que kiffé. t'es grand. Ouais, c'était un peu de la triche. Et même ça me fume. C'est pas un coach que vous avez, c'est un maître d'armes. C'est un C'est maître juste d'armes. stylé, quoi. Enfin, bref. C'est vrai que le nom est stylé. C'est ça. Mais du coup, avec ta sœur, vous avez vite eu des bons résultats. Ouais. Mais à quel moment t'as senti que tu pouvais en faire vraiment ton objectif et viser le haut niveau? Euh, Alors, les JO, ça m'est venu en regardant les JO à la télé. Ok. Tu vois, j'ai regardé les JO en 2004, je me souviens en 2008. Et vraiment à fond, tu vois, dans tous les sports, mais bon, notamment l'escrime. Et il y avait l'équipe sabre homme, donc mon arme, Mhm. qui est devenue championne olympique. Ok. Un des gars de l'équipe était de mon club à Strasbourg. Mhm. Donc il est rentré avec la médaille, il nous a montré la médaille, il nous a parlé des JO. Moi, tu vois, là, c'était fait vraiment ça. À ce moment-là où je me suis dit, ok, moi aussi, je vais faire les JO, moi aussi, je vais être médaille olympique. Il y a vraiment cette graine qui a été semée à ce moment-là. Et après, tu sais, ça se fait, tu vois. Après, tu commences à faire sport-études, tu veux progresser encore plus, tu t'entraînes encore plus, etc. Après, les premières sélections en équipe de France, cadet, junior. Et puis un jour, je me suis fait repérer par l'entraîneur national pendant une compétition Mhm. qui m'a dit, ok, bah, l'année prochaine, tu rentres à l'INSEP. Donc, l'INSEP, là où il y a l'équipe de France senior, là où il y a les meilleures françaises qui s'entraînent ensemble. Et tu vois, et après, ça c'est. Il n'y a pas eu vraiment un moment donné où je me suis dit. Ok. Ça a toujours été un peu là. Et comment la vie à l'INSEP, parce que tu sais, c'est un peu un endroit mystérieux, mythique, un peu réservé à l'élite des athlètes français. T'aimes bien là-bas? Moi, j'adore. Moi, c'est comme ma maison. Mhm. Moi, l'INSEP, c'est comme ma maison. Là, c'est ma 12e année. J'ai fait 4 ans d'internat. Il y a un internat dedans, il y a un lycée, tu as une cantine, Enfin, c'est vraiment. Tout est mis en place pour la performance des athlètes. Et non, commencer, bah, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne Mhm. ambiance quand tu es en internat, tu vois, tu fais un peu la fête, bien sûr, quand tu es jeune, quand tu arrives. Et puis, non, c'est une belle entraide, tu vois, pendant les JO. Le fait de s'entraîner ensemble, bah, on se connaissait, donc c'est Ouais. facile, tu vois, de suivre les autres athlètes. C'est cool. Et tu penses que être entouré comme ça de tous les meilleurs athlètes français, c'est vraiment un plus? Je pense que ça donne une bonne énergie. Je pense que tu te rends compte aussi, tu vois, quand tu vas au médical, quand tu vas au kiné, tu croises des têtes qui sont. Imaginons t'es blessé, bah, tu croises le judoka qui s'est fait comme toi une blessure et tout. Donc, je trouve que ça te permet de relativiser. Mhm. Il y a un bon soutien, tu vois, quand on se croise, alors, t'en es où, machin. Et en fait, vu qu'on se comprend, vu qu'on vit les mêmes vies, je trouve que le soutien est bien. Alors que c'est vrai que quand tu vas en dehors, on appelle ça les personnes en dehors, on dit les moldus. Tu vois? Je savais que vous étiez comme ça. Et du coup, tu vois, quand tu parles à des moldus, bah, ils comprennent pas toujours. Ah ouais. Non, c'est marrant, mais Mais on dit je vois ça. très bien ce que tu veux dire. Et bah, j'imagine que du coup, tu as croisé plein d'athlètes de dingue. Il y en a qui ont dû beaucoup t'inspirer. Mais c'est qui l'athlète qui t'a le
plus inspiré de toi dans ta carrière, tout sport confondu? Moi j'ai beaucoup de respect pour tous les athlètes, bien sûr, mais pour ceux qui arrivent à, tu vois, à gagner et à continuer à gagner et à revenir. Mhm. On a chez nous au sabre, on a un Hongrois qui est triple champion olympique. Ok. Honnêtement, j'aimerais bien un jour lui parler et lui poser la question comment tu fais pour avoir toujours une motivation extrême. Enfin, là, il a gagné 3 JO. À Paris, il a perdu au premier tour, donc ça a été vraiment un choc pour tout le monde. Et là, il continue. Il repart pour une autre Olympiade. Donc, Mhm. c'est sa 6e Olympiade. Et tu as envie de dire, mais pourquoi? Tu vois, pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas encore tu vois, accompli pour être là? Et tu vois, en France, bah, je pense à Teddy Riner qui a gagné, regagné, qui a subi des échecs et qui est revenu, qui a regagné. À Paris, incroyable parce que tout le monde l'attend, il est porte-drapeau. Et le judo, ça me fait penser à l'escrime parce que c'est hyper rapide, qu'à tout moment, il tombe, il chute, c'est fini. Nous, en 2 minutes, tu prends 5, 6, 7, 0, enfin, même pas en 2 minutes. Hein. Tu vois, en 1 minute, ça peut aller si vite. Et donc, Mhm. ça me fait penser aux deux où tout peut arriver à n'importe quel moment. Nous, à l'escrime, on n'a pas les repêchages, donc tu vois, quand tu perds, quoi. Ouais, ok. Donc, je trouve ça extrêmement fort ce qu'il a fait. Pareil, Clarisse. En plus, c'est des gens que je côtoie, donc c'est quand tu vois aussi un peu les dessous. Ouais, ça, je trouve ça très inspirant. J'aimerais bien qu'on parle un peu de l'escrime parce que forcément, il y a des gens qui sont pas forcément au courant de ce que c'est vraiment et à quel point c'est un sport dingue. Moi perso, j'adore vraiment. J'avais trop kiffé en faire. Et souvent, les escrimeurs de haut niveau, ils décrivent ça comme un jeu d'échecs physique à 200 km/h. Pour toi, c'est quoi les clés essentielles pour performer en escrime? Hmm, je pense qu'il faut être bien conscient de ses forces et de ses faiblesses. Mhm. Et tu vois, il y a des gens, ils savent pas faire grand-chose, mais ils le font tellement bien et ils se mettent tout leur atout là-dessus que, bon, bah, tu vois, ils arrivent à performer. Donc, dans le sens où savoir ce que tu sais faire et le faire bien et que ta stratégie soit tournée autour de ça. Après, moi, je pense qu'il faut être vraiment stratégique. Enfin, moi, je vois ça comme vraiment un jeu stratégique énorme. Mhm. Euh, Rapidement lire l'adversaire, comprendre ce qu'il veut faire, déjouer ça, le piéger. Et bien sûr, normalement, s'il est fort, il va essayer de changer ça pendant le match ou de proposer autre chose. Et donc de lire, essayer de lire le plus rapidement possible. Et ensuite d'avoir l'outil pour pouvoir le contrer. Donc moi, c'est ce que j'aime. Et des gens, ils vont, tu vois, ils vont imposer leur style, ils vont imposer leur physique, Mhm. et ils vont pas du tout réfléchir comme moi. Ok. Donc tu vois, ça, je me rends compte par exemple par équipe, où on se coach entre nous, et moi, je vais coacher d'une certaine manière qui ne va pas du tout parler à d'autres. Et là, tu te dis, ah oui, enfin, c'est fou, on fait le même sport, mais Mhm. en vrai, il se passe pas du tout la même chose dans ta tête et dans ma tête. Donc je trouve ça intéressant. Tu as l'épreuve par équipe parce que du coup, tu apprends à comment parler à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui lui convient. Et donc aussi de comprendre que tu vois, chacun réfléchit différemment, Mhm. chacun a son style, les gens qui vont s'imposer, les gens qui vont au contraire, enfin tu vois. Donc c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup analyser, Ok. j'adore analyser. Et après, contrer ton jeu. Et je considère que tu vois, si je te bloque dans tes forces, bon bah c'est déjà pas mal. Mhm. Ok. Donc, je pense que ta force, c'est arriver à analyser ton adversaire. Entre autres, ouais, je Ok. pense. Après, j'aime bien aussi m'imposer, mais tu Mhm. vois, ça dépend du mood. Ok, tu peux tout faire. Et justement, bah, t'as besoin d'analyser, t'as besoin de réagir rapidement, donc t'as besoin de rester lucide. T'entraînes un peu ton esprit, ton mental à rester lucide dans l'effort comme ça ou pas? Ouais, on essaye de faire, tu vois, sous fatigue. Quand t'es sous fatigue, en fait, ça ressemble à quand t'es sous stress. Donc, tu vois, on essaye de Ok. faire des entraînements, des matchs sous fatigue, des cardio, où, tu vois, au moment où on arrive à la fin du cardio, et bah, il peut avoir des trucs cognitifs, tu vois, pour qu'en fait, on s'entraîne à ce moment-là, où c'est au moment le plus charnière, quoi. Mhm. Mais clairement, le mental, c'est extrêmement important parce qu'en fait, pour pouvoir t'exprimer librement et pour pouvoir faire des scrims comme tu veux, réfléchir comme tu veux, par exemple, moi, pour ma stratégie, si mon cerveau il est stressé, si je me sens pas bien ou que j'ai peur, tu vois, je pourrais pas réfléchir correctement. Mhm. Mes pensées vont être parasitées par des émotions, par des peurs, par putain, mais je vais perdre, etc. Et tu vois, genre, à ce moment-là, t'es plus à 100% de tes capacités. Donc là, le mental, il est primordial. Si je pense au grand championnat, au JO, je dirais qu'à partir du moment où tu as géré le mental, où tu as géré tes émotions, après, tu peux te concentrer sur l'escrime. Mais
tu vois, si ça, c'est pas géré, bon, bah là, tu seras, au moment de réfléchir à l'escrime, tu seras pas Mhm. à 100% de tes capacités. Ça fait penser Et j'ai à- déjà perdu un nombre de fois où, quand j'étais plus jeune, j'avais perdu parce que, tu sais, le stress t'envahit. Le stress Mhm. t'envahit, t'es inhibé, c'est blackout, trou noir, tu sais plus ce qui s'est passé et d'un coup, juste, t'as perdu, quoi. Dans ces moments-là où c'est dur, tu te rends compte que t'arrives pas à faire ce que tu veux. L'escrime, c'est un sport individuel, donc t'es très seul finalement. Est-ce que tu la ressens cette solitude globalement? Euh, c'est marrant, il y a pas longtemps, on m'a dit, ouais, les sportifs de niveau, vous êtes tous dans une solitude. Et je dirais pas ça, je dirais que, en fait, on est beaucoup dans une analyse, dans une remise en question, tu vois, on essaye de toujours comprendre pourquoi on est dans un échec, pourquoi on n'a pas réussi. Donc, en fait, c'est vrai que cette réflexion, moi, je la fais seule. Mhm. Donc, oui, tu vois, il y a beaucoup de moments qui sont seuls, il y a beaucoup de temps passé où la réflexion est seule. Il y en a qui le font pas, il y en a qui le font accompagner. Moi, je sais que je l'ai toujours fait seule. Même, tu vois, l'analyse vidéo, tout ça, je la fais seule. Ok. Mes stratégies, souvent, je les fais seule. Parce que je me fais confiance et que, tu vois, je fais pas confiance à quelqu'un d'autre autant qu'à Mhm. à moi, et que surtout à la fin du match, et ben, je préfère que ce soit moi qui ai fait l'erreur et m'en prendre à moi, que potentiellement, tu vois, j'ai écouté quelqu'un ou quoi, et après, je veux pas en vouloir à mon coach ou quoi, je veux être, après, ils m'aident bien sûr dans les plans de match, mais il y a du moment seul, mais pas d'un point de vue négatif, tu vois. Moi, je le vois pas comme quelque chose de négatif. Ok. Je le vois comme une introspection qui est intéressante, qui est importante et qui fait Mhm. avancer. Ok. Je te comprends pour la vidéo, moi aussi au basket après le match quand on faisait de la vidéo, j'ai détesté ça, je sais pas. J'ai envie de regarder tout seul et pas que Ouais. toute l'équipe voit mes Mais erreurs par après, c'est rapport au peut-être ça. regard des autres. Ouais, peut-être c'était plus ça, donc je pense. Mais bon, maintenant ça va mieux. Je fais des vidéos, tout le monde les regarde. Ouais, du coup, c'est pas du tout une pression supplémentaire pour toi, être seul, t'aimes bien réfléchir Non, à... pas Ok. du tout. Non, En c'est plus, je bien, je pense trouve que que je c'est une force. suis de base introvertie, donc tu vois, Mhm. je me ressource seule, quoi. Ok. Ouais, tu penses à un sport collectif, ça t'aurait moins attiré? Après, t'aimes bien l'escrime en équipe aussi, donc... Ouais, j'aime beaucoup l'escrime par équipe. Un sport collectif, je sais pas. Mhm. Tout le temps, on se pose cette question entre nous. Ouais. Il y en a qui ont vraiment la fibre du collectif, mais je pense vraiment que j'adorerais ça, mais je sais pas. Je pense que j'avais quelque chose à accomplir seule, tu vois. Et donc, c'était évident que j'ai la chance d'avoir les deux aujourd'hui. Donc, Mhm. C'est vrai. ouais. Et du coup, quand t'es dans les combats comme ça, seul, où tu fais ton introspection et que t'es dans des moments de doute, c'est quoi ton dialogue intérieur? Tu te parles à toi-même ou tu... C'est vrai? Ouais, non, je me parle beaucoup, ouais, tout le temps. Je me parle tout le temps. Bah, tu vois, pendant une compétition, je vais essayer de comprendre comment est-ce que je me sens. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis stressée? Est-ce qu'au contraire, non, pas du tout? Et dans ce cas-là, il faut essayer de... Tu vois, j'essaie de jauger comment je suis. Ok. En fonction, je mets en place des outils, des machins. Et après, au quotidien, ouais, ouais, je me parle. Je me Mhm. parle beaucoup, ouais. Parce que des fois, le mental, il prend le dessus. Parce que des fois, je sais pas, enfin, en fonction de ce qui se passe, tu vois, ça se passe bien, tout va bien, bon, bah, du coup, tu essaies de voir plus loin, ça se passe pas bien, bah, tu essaies de comprendre ce qui s'est passé. Enfin, il y a un dialogue interne qui est Mhm. constant. Et justement, tu penses que à ton niveau d'escrime, est-ce que le plus important, c'est pas le mental? Parce que vous devez avoir un niveau technique tous super élevé. Est-ce que tu penses que c'est sur ça que ça joue essentiellement? Je pense que, je pense que, je pense que oui, il y a certains matchs qui se gagnent parce que mentalement, tu vois, il y a fille avec l'expérience ou parce qu'elle est plus forte. Je pense qu'il y a certains matchs qui se gagnent parce que la fille est tout simplement plus forte à l'escrime et qu'en fait, si les deux personnes, tu vois, elles ont un bon mental, bon, bah, à ce moment-là, c'est juste l'escrime pur qui parle. Euh, Après, quand tu commences à rentrer dans des grands championnats, des fois, tu vois, il y a des surprises, tu vois, il y a des filles qui sont toujours présentes, tu vois, il y a des... Mhm. Donc ça, je pense que oui, ça peut être une révélateur d'un mental qui est fort et qui répond présent dans les gros événements. Ok. Et toi, tu vois, tu as quand même eu des très bons résultats pendant ta carrière. Est-ce que tu as une certaine confiance quand tu commences les compétitions ou alors tu as cette remise en question qui revient toujours dont tu m'as parlé au début du podcast? J'ai plus confiance qu'avant, ça c'est certain. Mhm. Par l'expérience, beaucoup. Par aussi tu vois, le lâcher prise, etc. Et oui, par la confiance en mon niveau. Maintenant, il y a toujours un peu de stress, il y a toujours un peu d'appréhension, mais, mais je pense que c'est bien. Enfin, moi, Mhm. ça me va, parce qu'arriver, tu vois, arriver chill, neutre sur un match, alors que tu vas faire un combat, enfin, tu vois, c'est un combat, donc en fait, des fois, tu peux te faire
bouffer parce que la fille, elle est juste plus agressive que toi, elle met plus d'énergie et ça se joue tellement à rien que ce rien fait que le match se tourne dans l'autre sens. Donc non, je pense que, enfin moi en tout cas, c'est Mhm. important qu'il y ait toujours un peu cette envie. Et tu vois, cette envie, tu la réveilles par soit parce que t'as pas envie de perdre, parce que c'est de l'ego, soit parce que tu vois, t'es motivé, il y a un titre à aller chercher. Enfin, il y a toujours un levier, tu vois, Mhm. à activer. C'est clair. Tu viens de dire que c'est un combat et c'est peut-être une question bête, mais c'est possible de se blesser en escrime avec les épées? Alors oui, c'est possible, c'est déjà arrivé. C'est rare, mais en fait, des fois, tu vois, le sabre se casse, Ok. la lame se casse pendant une action, et personne ne voit. Et en fait, du coup, la lame au bout devient tranchante. Et au moment où l'action se finit, là où on se touche, là, en fait, tu vois, il peut y avoir un accident. Donc c'est très rare, honnêtement, ça arrive très, très peu souvent. Mhm. Il y a eu des vrais accidents. Il y a un Français, j'ai plus le nom, mais qui a été transpercé tout droit en pleine poitrine. Alors, de ce que j'ai compris, heureusement, enfin, c'est même sûr d'ailleurs, il va très bien, il refait de l'escrime, et tu vois, il y a pas eu de danger, mais il y a eu beaucoup de mains qui se sont fait transpercer. Wow, ok. Ouais, en fait, la lame, si elle se pète, Mhm. Là, ça devient dangereux, ok. elle devient, Ça, ouais, elle devient je savais pas tranchante. du tout, tu vois. Le fait de te demander. C'est rare. Comme vous le voyez, on tourne l'épisode du podcast dans un cadre de dingue. Et ce cadre, c'est l'hôtel des Grands Voyageurs. Il nous accueille pour la semaine. C'est un hôtel magnifique en plein cœur de Paris, que je vous recommande d'ailleurs si vous voulez séjourner à Paris. Il y a un restaurant à l'étage au-dessus de nous qui est délicieux et les chambres sont magnifiques. Merci à eux pour l'accueil parce que c'est vraiment un plaisir de tourner dans ces conditions avec un aussi bel arrière-plan. J'espère que ça vous plaît aussi. Merci l'hôtel des Grands Voyageurs pour l'accueil. On continue avec le podcast. Et d'ailleurs, donc sur Paris 2024, est-ce que tu penses que le fait d'être en France devant ton public, c'était un boost ou au contraire une pression supplémentaire? Tu l'as vécu comment ça? Pour moi, c'était presque plus dur. Ok, Parce que déjà, j'ai du mal un peu quand il y a mes proches, etc. ok. Même si maintenant ça va, mais pendant longtemps, tu vois, j'aimais pas trop parce que tu veux encore plus performer parce qu'ils sont là, Mhm, ils ont fait le déplacement. Donc bon, au JO, ça a été, mais pour moi, ça a été quand même une pression parce que, tu vois, j'étais numéro 1 mondiale. Heu, on m'attendait, tu vois, les médias, les partenaires, le comité olympique, la fédé, tu vois, tout le monde te fait comprendre qu'ils attendent de toi, parce que, tu as gagné, énormément de compètes. Donc et tu sais, moi, déjà, la pression, enfin, c'était l'objectif d'une vie à ce moment-là. Donc la pression que moi-même, déjà, je me mettais était énorme. mhm, Et quand on te rajoute ce petit truc en plus, c'est trop. Enfin, tu vois, ça devient trop. Et et des fois, je me disais: «Purée, ce serait tellement plus simple si les jeux étaient en Australie», enfin, tu sais, loin de tout ça. Après, je pense qu'il y a du positif partout, donc c'est sûr qu'il y a eu du positif, c'est sûr que, ça ça m'a aidée d'une certaine manière, mais en amont de la compétition, ça a été très dur à gérer. mhm, Ça a été une pression supplémentaire, ça a été, ouais, un stress en plus de se dire, déjà qu'il faut performer, il faut encore plus performer parce qu'on est devant tout le monde, parce que machin. Après moi, j'étais tellement concentrée le jour J que j'ai même pas, bien sûr, j'entendais le bruit, c'était assourdissant. C'était impossible de réfléchir pendant ce moment-là. Mais tu vois, je levais pas les yeux, je regardais pas, je restais toujours concentrée. Et quand à un moment donné, le match devait être été interrompu parce qu'on n'entendait plus rien, ça arrivait plein de fois. Ah ouais. Vraiment, c'était incroyable. Quand je dis pense, c'était vraiment incroyable. Et ben, je me disais: «OK, prends ce temps pour, tu vois, souffler, te ressourcer. Mais ne profite pas du moment, tu vois? Reste Mhm, concentré». ok. Et donc un peu frustrant parce que tu te dis: «Purée, quand même, il y a, je sais plus combien il y a de personnes, mais c'était un truc de dingue au Grand Palais». Et du coup, sur l'épreuve par équipe, je me suis dit: «OK, essaye un peu plus». Mhm, Bon, c'est moi, donc tu vois, compliqué, mais essaye un peu plus de vivre le moment, tu vois? Et de profiter de cet endroit et des gens. mhm. Moi, je t'avoue, à ta place, j'aurais pété les plombs, je pense. J'aurais commencé à faire Ah! Enfin, bon, bref. Mais il y en a qui ont dit, mais ils se sont fait submerger Uhum. par le truc. Enfin, c'était tellement, tu vois, c'était assourdissant, ça te fait tourner la tête, hein. Incroyable. Et pendant les JO, t'as atteint 2 fois la finale et t'as perdu 2 fois les finales. Comment tu l'as vécu ça? Est-ce que tu l'as vu quand même comme une victoire parce que t'as un peu réalisé le rêve de la petite Sarah d'avoir une médaille olympique? Ou alors t'avais du mal à accepter tout ça? Ce moment, tu vois, je me suis dit: «OK, profite». Enfin, bien sûr, il y a la déception de perdre le match. Après seulement, au bout de quelques minutes, j'ai réalisé, tu vois, que c'était une finale olympique, que j'avais une médaille olympique. Donc là, il y a quand même, tu vois, une énorme,
énorme fierté et Mhm. je me suis vraiment poussée pour me dire ok, profite de ce moment, profite du podium, profite voilà, de ce cadre, de l'instant présent parce que dans quelques minutes ça sera fini. Donc tu vois, moi j'ai vraiment essayé de profiter, même si tu vois, bah, bien sûr, tu vois, as envie de pleurer que tu viens de perdre un match, mais ce match c'était la finale olympique, enfin, et tout ce que ça représente avec. Euh, je pense que oui, la déception est venue après. Donc ça a été, en fait, c'était mitigé parce que c'est une médaille olympique, c'est une médaille d'argent, tu étais en finale des JO, ré tu vois? Savoir, répondre présent le jour J en étant attendu, en étant, en t'ayant préparé, 6 ans, 5-6 ans pour cet événement, enfin, que ce soit l'objectif de ta carrière et que tu aies réussi à répondre présent, c'est incroyable. Donc tu vois, j'ai vraiment essayé de mettre l'accent sur ça pour que, Mhm. tu vois, je m'auto-congratule parce que c'était énorme et en même temps, le lendemain, tu vois, ça peut être, noir parce que, bah, non, tu vois, c'était pas l'objectif que je voulais. Je voulais être championne olympique, je voulais l'or et c'est pas ce que j'ai réussi à avoir. Donc tu vois, ça a été un peu comme ça pendant un moment et c'est OK parce que, tu vois, genre, je me suis vraiment dit, «Vis ces émotions», parce que, pour le chemin, pour la suite, il faut, tu vois? Il faut vivre tout ça, il faut comprendre, faut passer par là pour pouvoir ensuite reconstruire peut-être autre chose, tu vois? Donc aujourd'hui, ça va bien, aujourd'hui, ça va très bien. Tu vois, j'ai réussi à trouver du positif dans cette défaite, j'ai réussi à trouver du positif dans le fait de pas gagner à ce moment-là, de Mhm. comprendre aussi pourquoi tu pas gagné. Ça, c'est hyper important pour moi. Et tu vois, aujourd'hui, ça me permet de pouvoir avancer, librement et d'être motivée pour la suite. C'était du coup une période bah, très chargée en émotions positives comme négatives. Et j'imagine que ça doit te travailler. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout après, j'ai parlé il y a pas très longtemps, je peux pas dire qui, dans le podcast, à un athlète qui a été médaille d'or au JO et qui après a eu une dépression incroyable suite à ça. Est-ce que toi, tu as ressenti un peu un vide olympique, comme les gens aiment bien dire? Ouais, C'est ouais. vrai? Ouais, bah, vite parce que, toi, tu as quelque chose qui est en toi, tu te lèves, tu manges, tu dors, JO, tu ne penses qu'à ça pendant 4 ans, 4-5 ans, tu vois? Et en fait, tu ne te poses pas une seule fois la question enfin, c'est simple, tu vois? C'est simple, c'est le tunnel, tu sais où Mhm. tu vas, tu avances tout droit et cetera et à un moment donné, quand ça s'arrête, quel que soit le résultat, enfin, tu vois, en discutant avec les athlètes, c'est que quel que soit le résultat, il y a un vide à emmener, tu te lèves et tu te dis: «Pourquoi tu vois? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Pourquoi tu te lèves?» Alors on te dit: «Oui, mais il y a les prochains JO». OK, tu vois? Évidemment qu'il y a toujours un truc après, mais ça a plus du tout la même résonance. Tu vois, Ouais. ça vibre pas pareil, c'est pas du tout cette flamme que tu avais en toi, bah, elle est plus là, tu vois? Et en fait, c'est ce vide-là pour moi qui a été dur parce que, parce qu'il faut l'accepter et il faut se dire que c'est normal. Mais tu vois, au bout de X semaines, tu es en mode: «Bon et maintenant?» Enfin, tu vois, OK, j'ai compris, et tu vois, enfin, tu veux avancer, quoi. Tu veux dire: «OK, la suite» et toi, ton train de vie, c'est t'entraîner tous les jours. Donc bon, bah, tu vas t'entraîner, mais tiens, c'est plus du tout pareil. Quand tu plus cette motivation, quand Mhm. tu plus animé par un truc, ça n'a rien à voir. Sur la piste, tu fais les mêmes choses, pourtant tu gagnes pas, tu vois? Genre, et c'est là où c'est ouf et je pense que quel que soit le sport, tu vois, même si c'est un sport à chrono comme la natation de la course, bah, en fait, tu vas courir un dixième de moins, mais un dixième de moins fait que tu passes pas en qualif et que tu vois, t'es pas en finale. Et bah, nous, c'est pareil. Avant, tu passais les tours et aujourd'hui, t'en passes que deux, tu vois. Et c'est là où la période, elle était dure, c'était de laisser du temps au temps, tu vois, Mhm. et que c'est normal de vivre ça et que tu peux pas accélérer les choses. Si moi, je me disais que si j'en suis encore là, c'est que j'ai encore des choses à apprendre. C'est que j'ai encore des choses à, tu vois, ouais, c'est que c'est pas fini. Et en fait, petit à petit, tu reconstruis quelque chose, tu reconstruis un nouveau projet. Et, euh, et tu vois, t'es plus animé de la même manière, mais t'es animé par autre chose. Et cette autre chose, bah, c'est un nouveau livre. Et souvent, en fait, où on est amené à comparer avant, à vouloir retrouver ce qu'on avait avant. Mais déjà, de un, tu peux pas. Et de deux, bah, il faut pas revenir en arrière, tu vois. Enfin, Mhm. il faut aller de l'avant, tu vois. Et aujourd'hui, je suis là-dedans, et même, tu vois, aujourd'hui, tu me dis: «Est-ce que tu veux retrouver?» Tu vois, ce que je te disais au début, c'est: «Est-ce que tu veux retrouver comment tu étais avant et la manière dont j'étais avant?» Je te dirais: «Non», tu vois? Jamais je signe pour ça. Jamais je signe pour performer comment j'étais avant parce que c'est plus en adéquation avec ce que je veux faire, c'est plus en adéquation avec ce que je veux m'infliger ou ce que je veux vivre. Et aujourd'hui, je veux quelque chose de plus sain, quelque chose de plus, cohérent, quelque chose de plus, bienveillant. Et je suis convaincue que je peux performer comme ça.
Mais tu vois, il faut juste reconstruire différemment. Et je sais plus c'était quoi ta question, mais voilà. C'est très bien, ma question c'était est-ce que tu as ressenti le vide olympique? Et du coup, ça me Oui, surprend pas que oui, parce que même moi, qui ai pas vécu un centième de ce que vous avez vécu les athlètes, après les JO, je te jure, j'avais envie de rien faire, ouais. j'étais abattu. Mais Non, c'est ouf, hein, comment, ce que ça a créé chez les gens. Il y c'est a plein de ça. gens- Enfin, en fait, tous les gens étaient heureux, étaient contents. Et après, quand ça s'arrête, bah. Mais les gens, j'ai discuté avec un chef d'entreprise qui disait c'est pareil, quand tu rends un projet, que ça fait 1 an que tu bosses sur ce projet et qu'ensuite tu vois, tu fais ta présentation, tu le remets, le truc est validé à 1 an, tu vois, genre il y a un truc à emmener qui Mhm, redescend. Alors après, ça prend peut-être moins de temps que nous, notre projet, mais tu vois, je pense que pour tout le monde, mhm, c'est palpable ce sentiment, quoi. c'est ça. Et du coup, tu as dit que tu avais retrouvé une nouvelle flamme, une nouvelle fin. Mais c'est quoi, du coup, qui te garde motivé et affamé aujourd'hui? Bah, c'est toujours les titres, tu vois, c'est les titres, ça c'est sûr. La médaille d'or, que je n'ai pas encore. Mhm, Euh, Ouais, et de pouvoir pratiquer son sport, tu vois, de me prouver à moi-même que je peux performer différemment, tu vois. Et en fait, aussi, l'escrime, c'est sans fin, dans le sens où tu as toujours un autre truc à progresser. Si c'est pas en attaque, c'est pas en défense, si c'est au milieu, si c'est pas en physique, si c'est en tactique, en technique, tu vois, genre, c'est sans mhm, fin. Et tous les ans, au début d'année, ma liste, elle est comme ça de trucs que je veux travailler. Et à chaque fois, je me dis, c'est fou, tu vois, c'est en mode ça. Alors, je suis exigeante, tu vois, mais il y a toujours des nouveaux trucs à bosser. Et donc, ça, tu vois, ça, c'est ce que j'aime aussi dans ce sport, c'est que tu trouves toujours des choses, des endroits où tu peux t'améliorer et progresser. Et les gens progressent, donc en fait, tu vois, et. mhm. On a beaucoup parlé de sport pour l'instant, mais après les JO, t'as quand même eu ça t'a permis de construire une grosse notoriété, je trouve. Enfin, je sais pas, peut-être que tu l'as ressenti. Je voulais savoir justement comment t'avais vécu cet après-JO au niveau de ta notoriété, des demandes des médias, etc. Je dirais que c'était. Tu vois, moi, ça a commencé en fait pendant l'année des JO. Ok. Tu vois, j'étais un mondial, et je pense que le titre de un mondial à l'approche des JO fait que bon bah tous les médias tu vois se tournent vers les Mhm. gens qui sont tu vois favoris, et donc là tu vois à ce moment-là c'est vraiment Ok. là ça s'est vraiment décuplé, on va dire au niveau des sollicitations, au niveau des partenariats aussi, donc non, il a fallu gérer ce moment-là qui était, tu vois, en même temps tu veux bah répondre présente et profiter de cette ascension, et en même temps bah il y a quand même l'objectif, donc il a fallu gérer ça. L'année dernière, tu vois, c'était une année où j'ai fait une pause, donc j'ai pu, tu vois, mettre en avant plus ça, ou en tout cas plus me consacrer à ça. Et aujourd'hui, c'est essayer de trouver un équilibre, tu vois, c'est 95% du temps l'entraînement et 5% le reste. Aujourd'hui, c'est les partenariats qui me font vivre, donc tu vois, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Euh, et voilà, c'est cool, en vrai, c'est Mhm. cool. Je fais plein de choses sympas, j'ai des partenariats qui me plaisent, j'ai des entreprises qui sont, tu vois, qui te soutiennent même au-delà des résultats, même ils sont pas que là, qu'ils étaient pas que là pour Paris, tu vois, que pour l'image de Mhm. Paris. C'est Ouais. bah non, on est là pour la suite, on est là pour te soutenir toi dans ton projet d'Olympiade. Et si c'est pas Paris, bah c'est LF, hein, tu vois. Donc ça c'est cool quand tu construis des relations C'est de clair. confiance, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui avaient peur de ça, qu'après les JO, tous les sponsors Ouais. disparaissent. Donc, Bah c'est sûr qu'il y en a qui étaient venus que pour Paris et qui repartent. À partir du moment où tu le sais, tu vois, c'est ok, je comprends. Je comprends que les gens ne viennent que pour ça. Après, si j'en promets autre chose, c'est différent. Mais moi, tu vois, j'en étais consciente. Donc, tu vois, j'ai pas eu de déception, tu vois. Ou mhm. de... C'est vrai qu'après les JO, tu sais, il y a beaucoup de sports qui retombent un peu dans une certaine discrétion, pour pas dire oubli. Est-ce que tu as ressenti que c'était le cas avec l'escrime? Et si oui, comment tu l'as vécu? Bah, l'escrime, c'est toujours un peu la même chose. C'est trop bizarre. C'est l'escrime le plus médiatisé pendant les JO. Tu vois, on a fait Sold Out en premier, le Grand Palais. Mhm. C'est le plus grand pourvoyeur de médailles. Tout le monde nous dit qu'ils adorent l'escrime. Et en fait, on le voit que pendant les JO. Donc, tu vois, il y a ce truc où tu comprends pas pourquoi est-ce que c'est que là. Après, c'est pas énormément médiatisé. Des fois, les championnats du monde sont sur, tu vois, Eurosport, ou sur, je sais pas si je peux citer les marques, c'est les noms, mais Beansport, Eurosport, tu vois, mais pas toujours. Il y a pas de gens qui me disent qu'ils aimeraient bien suivre les championnats, mais qu'ils savent pas où les voir. Mhm. Donc, euh, donc voilà. Après, je sais pas si c'est parce qu'on est encore post-JO, mais enfin, il y a plein de monde qui sont quand même intéressés par Ok. l'escrime. Je pense que c'est quand même un sport populaire en France, mais ça reste un sport populaire des JO, tu vois, ça c'est sûr. Je Mhm. pense que dans quelques mois,
ça sera aux oubliettes comme d'habitude et puis ça va revenir sur le devant de la scène pendant les JO comme d'habitude, tu vois, c'est comme Mhm. ça. Et tu penses qu'on pourrait faire quoi pour améliorer un peu la visibilité de l'escrime? Mmh. Moi, je trouve qu'avec des bons commentateurs qui expliquent bien, tu vois, qui te font comprendre ce qui est en train de se passer parce que ça va très vite, donc c'est sûr que c'est pas facile à comprendre. Mhm. Mais moi, une fois, je me suis retrouvée fan d'un match de curling, mais juste parce que le gars était trop fort dans les commentaires et il expliquait, tu vois, la tactique qui était mise en place. Et bon, bah, moi, fan de sport, genre, je suis, tu vois. Mhm. Alors que jamais, enfin, c'est pas le sport que j'aurais regardé en premier. Donc, je pense vraiment que, tu vois, si tu mets des gens qui expliquent bien, peut-être quelque chose d'un peu plus visuel avec des ralentis pour que les gens comprennent, tu vois. Grave. C'est vrai que ça va tellement vite que... Tu vois, en fait, tu mets des ralentis, les gens voient, ou alors avant, il y a je crois que c'était un japonais qui avait créé, tu vois, des lames qui étaient colorées. Mhm. Et en fait, du coup, pareil, tu vois, ça rendait plus visuel. Tu voyais la trajectoire de la lame qui est. Nous, enfin, à l'œil nu, tu le vois pas, mais en fait, la lame, elle bouge dans tous les sens parce qu'elle est assez flex. Donc, tu vois, c'est hyper beau, c'est hyper visuel. Donc, je pense vraiment que ça pourrait plaire. Mhm. C'est certain. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est important d'être, j'ai pas envie de dire influenceuse, mais d'être très présente sur les réseaux en plus d'être une athlète? Alors, je pense, enfin, c'est pas indispensable, c'est pas, tu vois, je pense que tu peux faire ta carrière sans ça. Ok. Moi, je suis présente sur les réseaux, mais parce que déjà, avant toujours, parce que j'aime ça. Depuis toujours, j'ai Instagram, depuis toujours, tu vois, Mhm. je partage et j'adore et c'est facile pour moi. Donc, en fait, j'ai la chance que ce soit facile et que du coup, Ça te demande pas d'effort. voilà, ça me demande pas d'effort. Ça, tu vois, les marques sont intéressées par ça. Donc, tu vois, après, c'est un cercle, tu vois, vertueux qui fait que, bon, bah, tu te retrouves avec des partenariats. Mais moi, aujourd'hui, c'est important. Mhm. Euh, Encore une fois pour ces partenariats. Et même pour moi, je me sens bien, j'aime bien partager. Alors c'est sûr qu'il y a des fois où il se passe des semaines où il n'y a rien parce que tu es tellement focus, tu es tellement concentré. Et des fois, tu as plus de temps, bah, tu partages. Mhm. Et aussi, j'ai la chance, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, ça reste que du positif. Tu vois, j'ai quasiment pas ou très peu tu vois, de commentaires négatifs, de trucs comme ça. Donc, je vois que du positif à ça pour moi, tu vois. Mais imaginons que par exemple, tu vois, il y a deux athlètes du même niveau, un qui est assez suivi sur les réseaux et l'autre pas du tout. Mhm. Lequel aura le plus de facilité à trouver des sponsors? Ah bah, c'est évident. Du coup, ouais, du coup, tu penses que pour vivre d'un sport, c'est quand même un gros Je plus? pense que pour vivre d'un sport comme l'escrime, c'est-à-dire sport olympique professionnel, mais sans les salaires, tu vois, Mhm. d'un. Je compare même pas au foot, mais tu vois, sans les salaires que peut avoir. J'ai du mal en plus à trouver des exemples, mais tu vois, peut-être tous les sports co. C'est incomparable avec les sports co, Mhm. et c'est incomparable avec. Même, tu vois, même le judo, ils sont. Enfin, bref, l'escrime, il y a très peu d'argent. Donc, moi, aujourd'hui, c'est indispensable. Et je pense que oui, si on compare deux athlètes, c'est certain que la personne qui aura, tu vois, plus de visibilité, bah, c'est plus intéressant pour une marque. Moi, demain, je suis une marque, je vais signer le mec qui a le plus de visibilité, c'est évident. Après, il y a des gens qui ils aiment pas ça les Ouais. intéresse pas, ils veulent juste faire leur carrière et repartir, et ce que je respecte tout à fait, hein. Mais enfin, ça se développe de plus en plus, honnêtement. Tu vois, les gens qui veulent, qui ont compris que les réseaux sociaux, c'était un tremplin pour ça. Mhm. Est-ce que tu peux un peu raconter aux gens ta préparation, ta routine quotidienne? C'est quoi le quotidien du numéro un mondial en escrime? Alors, je m'entraîne à peu près entre 25 et 30 heures par semaine. Donc là-dedans, il y a bien sûr il y a l'escrime. Il y a les leçons individuelles avec l'entraîneur. Donc c'est un entraînement où je suis seule avec lui et on travaille spécifiquement, tu vois, les points forts, les points faibles, la technique, la tactique. Et après, il y a toute la préparation physique, donc cardio, muscu, la prévention de blessures. Euh, Donc voilà, ça fait l'entraînement. Je fais du yoga aussi, Ok. yoga méditation. Ça, c'est très important pour moi. Et après, il y a tous les à côté. Et dans les à côté, il y a la kiné, la récupération, l'ostéo, la Mhm. préparation mentale. Donc, tu vois, ça fait des semaines. Quand je vais à l'INSEP, tu vois, j'arrive à 9h30, je repars, et il peut être 19h, tu vois. Très facilement. Mhm. Et tu vois, je m'arrête à 12h30 et je reprends à 14h30. C'est quoi la partie de ton entraînement qui a le plus d'impact sur tes résultats, à ton avis? Ah, c'est l'escrime, ça reste l'escrime. Ok. Ouais. Parce que, en fait, c'est des sensations, c'est du feeling. C'est quand même. Nous, on dit avoir des sensations sur la piste, c'est-à-dire que parce que tu pratiques, bah, à un moment donné, tu commences à ressentir ton corps déjà,
il va jouer tout seul, tu vois, il va répondre tout seul par rapport à l'action qui est en train de se passer. La lecture du jeu va se faire plus rapidement. Tu vois, il y a beaucoup de stratégies d'enchaînement de touches. Tu vois, tu fais A, et parce que tu as fait A, tu fais B, et parce que, tu vois, et ainsi de suite. D'accord, ok. Et donc, tu vois, ça, c'est... Il faut retrouver tout ça, tu vois. Et donc, tu vois, l'année dernière, par exemple, je pensais, parce que je m'étais jamais arrêtée énormément longtemps, mais je pensais que en retirant, je sais pas, quelques semaines, j'allais retrouver les sensations. Pas du tout. Tu vois, l'année dernière, j'avais un vrai choc de me dire, en fait, non, il faut vraiment tirer, s'entraîner pour retrouver des sensations et tu vas pouvoir prétendre au meilleur niveau, quoi. Ok. Donc, l'escrime, 100%. Ok. Alors, ça me rassure, remarque. Pourquoi? Non, si tu m'avais dit c'est grâce au yoga que j'ai une médaille d'or, j'aurais dit que grâce au yoga, j'aurais dit Non, non, il c'est n'y a pas vrai, pas mais que... Ouais, t'inquiète. non, On se comprend. c'est clair. Et du coup, là, actuellement, aujourd'hui, c'est quoi tes prochains objectifs sportifs? Bah, il y a LA, du coup, dans 3 ans. Donc ça, c'est l'objectif ultime, mais qui est loin. Tu vois, moi, j'ai du mal avec les objectifs qui sont loin, donc j'aime bien avoir des objectifs à plus court terme. Mhm. Donc on a dans des championnats d'Europe et championnats du monde en juin-juillet 2026. Et sinon, on a des étapes de Coupe du Monde. Donc la prochaine, elle est dans quelques semaines. On en a une tous les mois, là, quasiment. Donc Ok. novembre, décembre, tu vois, jusqu'à mai. Et voilà, donc c'est des Coupes du Monde qui nous permettent de se sélectionner pour les championnats, qui nous permettent de monter dans le classement, qui nous permettent de se préparer. Et voilà. Ça fonctionne comment le classement? Ça revient à zéro tous les ans? Non, c'est comme un peu le tennis, tu vois. Genre, la compétition qui arrive, elle va remplacer celle de l'année dernière. Et donc, tu D'accord. vois, à chaque compétition, le classement est mis à jour. Et à la fin de la saison, du coup, à la fin des championnats du monde, le classement final, il est figé. Et là, tu vois, tu as le titre de numéro 1 mondial. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, tes manches de championnat du monde, c'est à chaque fois dans des pays différents. Ouais, Du coup, tu voyages énormément. on voyage beaucoup, ouais. Et c'est quel pays dans lequel t'as préféré aller concourir? C'est pas mal ça. Ma préférée du circuit, c'est Séoul. Ok. Pourquoi? Déjà, j'adore l'Asie. Tu vois, souvent on fait des stages avant, soit au Japon, soit en Corée, donc c'est trop cool. Mhm. C'est un pays d'escrime dans le sens où ils savent organiser, les infrastructures sont super. Et ouais, à chaque fois, tu vois, c'est genre vers mai, c'est le moment où tu commences à être vraiment, tu vois, ton jeu est vraiment mis en place, tu commences à être fort et tout. Et donc là, j'aime beaucoup. Après, bah, c'est horrible, mais Cancun, par exemple, Cancun, c'était génial, mais c'était l'horreur. C'est horrible. Parce que... Ah oui, Ah oui, non, ok. mais moi, je me souviens que le matin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans une salle d'escrime alors que j'ai l'eau turquoise en face de moi, ciel bleu cocotier. Enfin, vraiment, moi, vraiment, je me suis dit, bon, Sarah, est-ce que, tu vois, est-ce que, tu vois, enfin, Mhm. ça m'a vraiment, moi, je suis tarée du soleil et de la plage, ça m'a pris un vrai ultimatum de me dire, alors que, tu vois, je suis focus escrime, hein. Mais ce Mhm. jour-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Tu vois. Et en fait, la compétition, je me suis dit, elle était dure parce que... Ah, tu pensais à la plage quand t'étais en train En fait, de... j'arrivais pas. Enfin, bien sûr que si, j'étais concentrée sur le moment, mais j'étais pas pleinement, tu vois. Ok. Et je me souviens que j'arrive à passer comme à l'arrache et tout. Qu'est-ce que je fais? Je vais direct à la plage. Je te jure, avec ma copine, on était allés directement à la plage. Ah, On ah. avait mis les maillots de bain dans le sac, on était directement à la Ah oui, plage. effectivement. Tu vois, genre, je me suis dit, il faut jamais qu'il y ait une autre compétition là-bas. Je vais être déconcentrée, tu vois. T'inquiète, j'ai passé des coups de fil, la prochaine, elle sera à Sochaux. Je pense que ce sera mieux. Ah, voilà, tu vois, là, je serai focus. Il y en a plus. Il n'y a pas de doute. Ok. Et justement, c'est quoi l'endroit que t'as le moins aimé pour une manche de Coupe du Monde? Là où j'aime moins, c'est... En fait, ils essayent de développer l'escrime dans plein de pays. Donc on va dans des endroits, tu vois, on fait des compétitions en Europe de l'Est, au fin fond de l'Asie, au Maghreb, etc. C'est super parce que, tu vois, comme dit, nous, ça nous fait voyager, qu'on voit plein d'autres pays, Ouais. ils développent l'escrime. Mais il y a des pays qui savent pas organiser. Enfin, tu vois, on se retrouve à tirer sur du carrelage. Enfin, je pense qu'aucune personne ne se rend compte de l'impact que c'est l'escrime. Et Mhm. de faire ça sur du carrelage, tu te tues les articulations. Enfin, tu vois. C'est comme si tu faisais du foot sur du béton, quoi. Tu vois, c'est des trucs, ça n'a aucun sens. Donc malheureusement, tu vois, ce genre de compétitions, des fois, qui sont mal organisées. Mhm. Et vraiment, celle que j'aime pas du tout, c'est par exemple, tu vois, c'est des compétitions genre Tashkent. Parce que c'est au fin fond de je sais pas où, enfin, si, de l'Ouzbékistan. Tu mets X heures d'avion avec 2 correspondances. Après, t'as encore un bus de 3 heures. T'as un décalage horaire qui est... Tu vois, t'as pas 8 heures, Mhm. Entre les deux, un peu. mais tu vois, t'as 4-5 heures. C'est le pire. C'est le pire, tu vois. Et
Donc voilà, je dirais ça. Ok, ok. Comment t'envisages un peu l'évolution de ta carrière au sens large? Ça, c'est une bonne question. Bah, tu vois, c'est difficile pour moi de voir tu vois, après elle. J'ai du Mhm. mal à me projeter après parce que déjà, en fonction de comment ça se passe, tu vois, je sais pas dans quel. J'ai du mal à savoir, tu vois, où est-ce que je serai du coup dans 5 ans. Je sais pas, soit je serai toujours en train de faire l'escrime, soit, tu vois, j'ai arrêté ma carrière et je. Tu penses que ce serait possible? Ouais, je pense que tout est possible, ouais, ouais. Ça va tellement vite, tu vois. Enfin, je sais pas, demain, si à les championne olympique, bah, tu vois, peut-être que tu ranges la housse et tu dis, ok, je passe à Ah, autre c'est chose, vrai? tu vois. Ok. Et en même temps, si ça se trouve, ça va juste me donner encore plus envie pour continuer. J'en sais Mhm. rien. Mais oui, c'est envisageable qu'à aller après, ça s'arrête, ça c'est sûr. Mais Tu verras bien. ouais, je verrai bien. Mais imaginons que tu t'arrêtes, tu sais ce que tu ferais déjà ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Il y a plein de choses qui m'intéressent. J'ai fait des études de communication, j'ai fait des études de psycho. Mais en même temps, tu vois, là, depuis bah, du coup, quelques années, je fais plein de conférences. D'abord, c'était pour les partenariats. Maintenant, tu vois, c'est sur des forums, sur Mhm. des séminaires et tout. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, tu vois, transmettre, partager, échanger. Il y a énormément de liens, tu vois, entre le. Je pense que tu sais bien, mais entre le sport et le monde du travail. Donc, ça, j'aime beaucoup. Donc, tu vois, en fait, je reste ouverte. Je reste ouverte à tout ce qui pourrait arriver. Ouais, mais je le ressens bien en toi et je pense que t'auras pas de souci à t'adapter à Tu n'importe m'embauches? quoi. Ah oui, allons-y. C'est toi qui vas m'embaucher, je pense, carrément. Mais t'as dit que t'aimais bien transmettre. Disons que là, t'as face à toi la petite Sarah qui vient de commencer l'escrime, qui vient de voir la médaille olympique et qui rêve de la toucher un jour. Tu voudrais lui dire quoi? Que de croire en elle parce que enfin que j'ai bien fait de croire en moi dans le sens où comme je t'ai dit à partir du moment où cette graine a été plantée des JO, j'ai toujours su, tu vois, je pourrais pas expliquer comment ni pourquoi, mais j'ai toujours su que j'allais y arriver. Et encore une fois, je savais pas ni quand ni comment. Il y a ce truc qui me disait parce que je pense que quand j'étais plus jeune, il y a des maîtres d'armes connus, forts, il y a des gens très forts qui ont décelé, tu vois, en tout cas qui ont vu quelque chose en moi. Et ça a nourri, tu vois, ça a conforté cette idée que oui, tu vois, je pouvais y arriver. Euh, et donc j'ai toujours cru. Et quand j'ai eu cette médaille, j'ai vraiment pensé à ça, à remercier cette partie de moi qui a toujours cru et ouais, qui a jamais baissé les bras, tu vois, je me suis fait les croisés, il y a eu des énormes déceptions, des énormes blessures et des défaites et je sais pas pourquoi tu vois tu te relèves et tu continues et tu t'avances et avec ce truc qui t'anime et des fois tu te dis purée mais si tu fais tout ça et que tu n'y arrives pas tu vois mais ce truc s'envolait quelques secondes après je me disais non tu vois je sais pas il y avait une certitude et cette certitude je la remercie parce que tu vois enfin c'est évident que j'en suis là grâce à ça et ouais c'était cette petite fille tu vois auquel je pensais quand Mhm. j'ai après les JO où je me disais ok bah merci parce que j'en suis en grande partie là grâce à ça quoi. Donc je lui dirais de continuer de croire en elle, de se battre pour ses rêves et d'être peut-être un chouï plus gentil avec elle-même, tu vois, plus bienveillante. Et Mhm. que la vie est bien faite, que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver et tu vois, il faut lâcher prise des fois et voir plus grand, voir plus loin et se dire que, ok, ça va aller, quoi. Tu penses que les gens ils devraient plus rêver? Il devrait plus, ouais, peut-être s'autoriser à rêver. Moi, je trouve que c'est surtout tu vois, quand je discute beaucoup, tu vois, dans les conférences, c'est ouais, comment vous faites pour rebondir après les échecs? Comment est-ce que vous trouvez l'énergie, etc. Et c'est vrai que bah, pour nous, c'est notre quotidien. C'est sûr que c'est pas facile. Mais en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de trouver du positif partout. Et notamment dans les défaites, tu vois, et dans les Mhm. moments durs. Parce que je suis convaincue, et c'est ma façon de penser, mais je suis convaincue qu'encore une fois, rien n'arrive par hasard et que si tu dois vivre ça, c'est qu'il fallait que tu comprennes quelque chose. Et puis des fois, tu le comprends au bout de la quatrième fois, malheureusement. Donc c'est au bout de la quatrième claque que tu te dis ah, ok. Et puis des fois, c'est au bout de la première, tu vois. Et en fait, bah voilà, c'est ta vie, c'est ton chemin.
Mais il y a toujours un truc à en ressortir qui va t'amener ou en tout cas t'aider pour ton chemin. Donc, tu vois, ouais, c'est un peu faire confiance, tu vois. Faire confiance, après, on appelle ça comme on veut, la vie, le destin, tu vois. Mais c'est... ouais, c'est ça que je vois. Et je t'ai pas demandé, mais est-ce qu'il y a un moment où t'as quand même douté au point de penser à arrêter? Ou alors ton objectif, ton rêve, il a Non, toujours été plus fort? non, je me suis jamais dit, tu vois, j'arrête. Un moment, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que je faisais ça. Parce que j'avais besoin de... Il y a des fois où j'avais besoin de comprendre, tu vois. Parce que dans le sport de niveau, tu t'infliges des fois des choses, tu vois, c'est... Ouais, enfin, on est fou. Enfin, je pense vraiment qu'on a une part de folie quand t'es sportif de Bah, haut tu niveau. vas à Donc, Tashkent, donc... hein? tu vas à Tashkent, Ouais, tu donc... vois, rien que ça. Euh, Donc, non, j'avais besoin de comprendre pourquoi je faisais ça. Et c'est sûr que ces moments d'introspection, elles sont pas faciles. Parce que tu vas dans l'enfance, tu vas avoir des failles, tu vas avoir des souffrances tu vois, qui sont pas toujours cool à remuer. Mais pour moi, tu vois, c'est important pour moi de passer par là pour. Et ensuite, tu vois, ça a débloqué des choses. Donc, ouais. Très bien. Eh ben, écoute, j'ai une dernière question que j'aime bien poser à chaque invité du podcast. Si un jour tu n'es plus sur Terre, pourquoi est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Bah, tu vois, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure dans les échanges que j'aime beaucoup dernièrement. C'est, bah, tu vois, si je peux transmettre ça à. Même si c'est à une personne, tu vois, ou même si c'est juste aux gens de ma famille, ou. Tu vois, cette mentalité de voir le positif là où il est, de lâcher prise sur certaines choses, de voir la vie un petit peu différemment, tu vois, avec un filtre qui est plus sain. Moi, ça m'a changé mon quotidien. Et tu vois, et j'essaye de donner ça. Enfin, tu vois, on me l'a appris et j'essaye d'apprendre ça aujourd'hui, tu vois, par exemple, à mes proches. Donc, si j'ai pu avoir aidé une personne ou deux, déjà, ce serait sympa. Mhm. Tu t'imagines le transmettre à tes enfants un jour? Ouais, ouais. Tu leur feras faire de l'escrime ou pas? Ça, je sais pas. J'espère qu'ils aimeront bien le sport parce que je suis quand même très sportive, mais après, quel que soit le sport, tu vois. Mais non, ouais, j'essaierai de transmettre ça. Après, ça a l'air compliqué d'élever des enfants, donc je pense déjà chacun fait de son mieux. Déjà chacun fait de son mieux, c'est déjà ça, mais ouais, j'aimerais bien. Ce serait important. Bah, merci Sarah. Merci. Et je pense que tu as transmis des belles choses à des gens pendant le podcast. On a une tradition pour finir, on a un livre ici où je demande à chaque invité d'écrire une phrase ou une citation qui est importante pour lui. Ok, Je sais pas si tu as déjà quelque chose en tête, mais sinon tu peux y réfléchir, tu as le temps. ok. Ça te dérange pas de le faire? Avec plaisir. Allez, c'est bon, je te reprends ça. Et pour finir, je te demande juste. Pose pas. Est-ce que tu peux partager avec nous la phrase que tu as écrite dans le livre? Ouais, j'ai dit le chemin est aussi important que l'arrivée. C'est Et vrai. ça, je l'ai entendu, je sais plus, il y a quelques années, et ça m'a marqué. Enfin, moi qui étais tellement focus, tu vois, sur la médaille, le résultat, etc., et que tu profites pas du chemin. C'est comme si tu fais une balade, mais en fait, tu regardes pas les paysages. Et en fait, bah, dommage, tu vois. C'est pas que t'as perdu ton temps, mais ok, quand t'es arrivé, on Mhm. va te dire, et alors, t'as fait quoi, t'as vu quoi toutes ces années, bah, tu vois. Et donc, C'est vrai. cette métaphore, enfin, tu vois, du paysage, quand on me l'a dit, je me suis dit, bah ouais, c'est Mhm. évident. C'est évident qu'il faut profiter du chemin et qu'en fait, au final, le chemin est plus important, presque, parce que ce que t'apprends pendant ce temps-là, eh bah, tu vois, c'est aussi important que la médaille à la fin, quoi. C'est ça. Et je pense que ton chemin il est très beau et t'as embelli le mien aujourd'hui. C'est Voilà. gentil. Merci beaucoup. Merci Sarah, c'était trop cool. Merci.